Jacques-Philippe Préan, L'art de peindre, quatrième chant. Le sujet est inventé, digéré mûrement, tandis que votre esprit le conçoit clairement. Il en faut sur la toile, avant tout préparée, tracer les premiers traits d'une main assurée. Que vos objets divers avec ordre introduit, placés selon le rang, fermés sur leurs appuis, sans affectation, contrastent avec grâce, et de la scène entre eux partagent tout l'espace. Que toujours le héros du milieu des acteurs frappe et fixe sur lui les yeux des spectateurs, tandis qu'à ses côtés les objets subalternes, dans un jour moins brillant, sous des couleurs plus ternes, en courtisan discret par le maître effacé, découvre sa personne aux regards empressés. Que dans tout son éclat il le fasse paraître, et qu'au premier coup d'œil on puisse le connaître. Le principal objet ne souffre pas toujours, le faste des couleurs, la pompe des atours. Et le front qu'il présente est privé de lumière, quand le jour qu'il reçoit prend sa source en arrière. Sur ce front lumineux qui le rendra saillant, qu'il emprunte l'éclat d'un cortège brillant. Ainsi, maintes grandeurs, son lustre, son mérite, ne se font remarquer qu'au luxe de leur suite. Dès qu'il frappe nos yeux, le principal objet doit indiquer d'abord quel est votre sujet. La convenance reste exactement gardée, doit confirmer en nous cette première idée. Et si bien du sujet de marquer la qualité, qu'à son premier aspect on en soit affecté. Tout y doit, s'il est triste, inspirer la tristesse, le plaisir s'il est gai, s'il est grand, la noblesse. Écarter le tumulte, éviter l'embarras que jette en un tableau le fatigant amas. De figures sans ordre et sans grâce entassées, qui toutes à la fois à briller empressées, semblent des flots émus par un orage affreux, qui se heurtent l'un l'autre et font la guerre entre eux. Au lieu de ce fracas, qu'une belle ordonnance fasse régner la paix, le calme et le silence. À moins que la chaleur, le feu de l'action n'exige le désordre et l'agitation. Encore faut-il alors, avec un soin extrême, mettre de la clarté dans le désordre même. Que toujours vos objets par groupes divisés soient dans leurs mouvements l'un à l'autre opposés. Qu'ils contrastent ensemble et que chaque figure, suivant la même loi qu'impose la nature, en ses membres divers forme un contraste égal et partagent leur poids autour du point central. Jetez sur ces objets de larges draperies, n'allez pas les charger d'or et de pierreries, ménagez avec soin ces pompeux ornements, et montrez-vous plutôt prodigue en agréments. De leur simplicité plus que de leur richesse, les étoffes souvent empruntent leur noblesse. Que les plis en soient grands, que l'ordre en soit heureux, qu'ils tombent avec grâce et contrastent entre eux. Craignez par trop de plis de gêner vos figures ou de les traverser par des ombres trop dures. Quand la scène est paisible et se joue en lieu clos, que l'étoffe immobile en marque le repos. Mais lorsqu'à découvert elle est représentée, ou que de vos acteurs la troupe est agitée, la draperie alors doit par son action des acteurs ou de l'air peindre l'émotion. Si vous peignez les sauts d'une vive bergère, ou les pas mesurés d'une actrice légère, que son voile la suive et vole au gré du vent,
En plis doux et moelleux s'entr'ouvrent mollement, et marquant les appas que l'étoffe caresse, m'en laisse voir au moins la forme enchanteresse. Sous leurs habillements, on doit presque toujours voir des membres voilés, la forme et les contours, débarrassés des plis qu'on rejette en arrière, dessinés sous leur voile et frappés de lumière, qu'ils nous fassent juger de leurs proportions, connaître leur ensemble et leur position, et sans être adhérente à l'objet qu'elle embrasse, que l'étoffe lui laisse et l'aisance et la grâce. Mais comment animer ces fantômes trompeurs? Comment donner une âme et des sens couleurs? Par quel organe, enfin, la matière muette peut-elle mettre au jour l'action qu'on lui prête? Il est des moyens sûrs qu'on peut vous révéler, qui la feront mouvoir, respirer et parler, sans dérober au ciel cette flamme subtile dont l'adroit Prométhée anima son argile. C'est à votre génie à fournir la chaleur dont il doit animer la toile et la couleur. C'est au peintre à puiser au foyer de son âme ce feu vivifiant, cette divine flamme, qui donnera la vie au simulacre vain, par son art inventé et formé par ses mains. En chaque être est visible, en chaque créature, et dans l'homme surtout épier la nature, le maintien des humains, leurs visages, leurs yeux, au vent des passions, changeant comme les cieux, en leur sérénité, leurs ombres, leurs nuages, le cœur est une mer sujette à 1000 orages. Tout ce qui l'environne en ressent les effets, et son état s'y peint à 1000 et 1000 traits. Surprenez la nature en ses accès d'ivresse, quand l'audace ou la peur, la haine ou la tendresse, l'horreur ou le plaisir agitent ses ressorts, lorsque rien ne suspend, ne contraint ses transports, ou lorsqu'en un état plus doux et plus tranquille, l'indolence ou l'ennui la tiennent immobile. Tout parle en ces moments, toutes les passions, dans l'action du corps ont leurs expressions. L'attitude, le geste et les traits du visage, les yeux surtout, n'ont-ils pas leur langage? De la tête et des mains, les simples mouvements dictent nos volontés, peignent nos sentiments. Par elles on approuve, on appelle, on renvoie, on supplie, on menace, on refuse, on octroie. Un signe naturel à l'œil intelligent dit tout ce qu'on veut dire et le dit à l'instant. L'homme à peine ébauché, muet dans sa corbeille, l'enfant sait indiquer le désir qui l'éveille. En voyant découvrir le sein qui le nourrit, il agite ses pieds, tend les bras et sourit. Dans ses traits ingénus, son âme vient se peindre, on l'y voit s'affliger, rire, espérer ou craindre. Son front s'ouvre au plaisir, se resserre au chagrin, c'est la fleur qu'ouvre ou ferme un jour sombre ou serein. Cet être malheureux, débile créature, qui sortit imparfait des mains de la nature, à qui le Créateur, dérogeant à ses lois, dont la bouche a lié l'organe de la voix, et des sons dans l'oreille a fermé le passage, d'entendre et d'exprimer n'a-t-il pas l'avantage? Sa langue est dans ses mains, dans son teint, dans ses traits, et ses yeux dans nos yeux surprennent nos secrets. Que dis-je? Parmi ceux à qui le ciel dispense le talent de parler, d'exprimer ce qu'on pense, si la moindre chaleur anime le discours, des signes expressifs l'accompagnent toujours. Voyez dans ce bocage épais et solitaire, qui semble fait exprès pour l'amoureux mystère, le beau filène assis sur le gazon naissant,
entretenant églé d'un air vif et pressant. Il serre dans ses mains des mains qu'on abandonne, on cède en souriant au long baiser qu'il donne. Dans leurs yeux enflammés le désir est empreint, et le phare du plaisir a coloré leur teint. Sans ouïr leurs propos, il est aisé d'entendre un langage si clair, si facile à comprendre. Et l'on devine assez à leur tendre maintien quelle sera la fin d'un si vif entretien. Ce berger qui de loin, à travers le feuillage, observe ses amants avec des yeux de rage. C'est un rival jaloux qui sait interpréter jusqu'au moindre regard qu'il peut intercepter. Voyez-vous sur son front le trouble de son âme? Il se ride, il s'étend, il pâlit, il s'enflamme. C'est un masque à ressort qui change à chaque instant. Peignez au naturel ce visage inconstant. Que votre pinceau rende avec exactitude de ces heureux amants l'air, le teint, l'attitude. Les éclairs de leurs yeux, leurs gestes indiscrets, j'y lirai de leur cœur les sentiments secrets. Pour donner la parole et l'âme à la peinture, il ne faut qu'avec soin copier la nature. Lorsque la passion l'émeut jusqu'au transport, l'âme de toutes parts se produit au dehors, et nous parle sans voix une langue féconde, qu'entendent aisément tous les peuples du monde. En ces expressions faciles à varier, l'art doit en vos acteurs les diversifier. Qu'un même sentiment, s'il en veut, les anime, il faut que le pinceau diversement l'exprime, et prenne le vrai ton qui sied à chaque état. Le guerrier n'agit point comme le magistrat. De Vénus ou de Hébé, les pleurs ont de la grâce, et Thersites en riant fait encore la grimace. Des mouvements du cœur montez l'expression, au ton de l'intérêt qu'il prend à l'action, du jeune et tendre amant qui perd sa tendre amante, de la mère qui pleure une fille charmante. Les pleurs sont différents des pleurs d'un étranger que l'humanité seule invite à s'infliger. Quand le pinceau d'un grec conduit par le génie fit pleurer de nouveau la mort d'Iphigénie, Calchas paraissait triste, Ulysse désolé du poids de son chagrin, Ménélas accablé. Mais pour Agamemnon, père de la victime, ô de l'art impuissant, artifice sublime, une voile sur son front laissait au spectateur le soin d'imaginer les traits de sa douleur. Où trouver, direz-vous, la nature s'enchaîne? Où voir en liberté les passions humaines? Chez le peuple grossier, là chaque passion éclate avec fracas et fait éruption. Dans le monde poli, leur fougue réprimée se dissipe sans bruit, sans flamme et sans fumée. On dirait que le cœur des petits et des grands ne se laisse émouvoir qu'en raison de leur rang. Tout est masque à la cour, dans le calme ou l'orage, on n'y montre jamais que le même visage. Les cœurs y sont fermés quand les francs sont ouverts, le courroux s'y déguise et ses feux sont couverts. La haine à se venger en silence y diffère, et l'amour n'y paraît qu'à l'ombre du mystère. Les riches citadins, singes des courtisans, maîtrisent à l'envi le trouble de leurs sens. Sous le fard et les fleurs, ils en cachent les traces, et dans la fureur même, ils affectent des grâces. Cette réserve utile à la société dérobe aux yeux des arts la simple vérité. À la ville, à la cour,
L'orgueilleuse imposture, sous un voile uniforme, étouffe la nature. Fuyez ces lieux ingrats, en vain vous y cherchez de nos secrets tourments les symptômes cachés. C'est chez le peuple seul qu'on trouve des modèles, qu'un art pernicieux n'en rend point infidèle. Son corps avec son âme agissant de concert, dans tous ses mouvements la montre à découvert. D'où viennent dans Paris ces subites alarmes? Louis est en danger, tout son peuple est en larmes. Tu pleures, Sybaris, à l'aspect du malheur, l'empire du plaisir succombe à la douleur. On s'assemble, on s'embrasse, on se lamente, on crie, on lève, on joint les mains, on se prosterne, on prie. L'amour sur tous les cœurs agite diversement, que d'effets variés du même sentiment. L'un accuse le ciel, l'autre à genoux l'implore, chacun lui redemande un maître qu'il adore. Ici, la douleur vive a les traits du courroux, là, tranquille, elle abat un naturel plus doux. Mais quand ange, la mort abandonne sa proie, peuple heureux on te rend et l'espoir et la joie. Tu bénis l'envoyé qui vient sécher des pleurs. On foule sur ses pas, tu cours semer des fleurs. Il ne saurait franchir cette tendre barrière. De ses pieds qu'on embrasse, on baise la poussière. On baise l'animal poudreux, couvert de sang, tant pour hâter sa course il a meurtri le flanc. Allez parer tous deux que de mains préparées vont du luxe bourgeois épuiser les livrées. On les charge de fleurs, de rubans et de nœuds, et tout Paris en rang chante et danse autour d'eux. Grand du monde, exaltez votre froide tendresse. Est-elle comparable à cette aimable ivresse? Sans doute vous aimez le père des Français, ce roi qui chaque jour vous comble de bienfaits. Vous pleuriez dans le cœur le plus cher des monarques, mais vous n'en donniez point d'assez visibles marques. Sur vos fronts que l'orgueil ne cesse de glacer, toutes les passions ont peur de grimacer. Laissons-les sous le joug de l'altière des sens gémir, ronger leurs freins et vos cœurs en silence. Du plus aimé des rois, la santé de retour fait naître mille jeux ordonnés par l'amour, amusement du peuple où la bruyante joie à la clarté des feux dans la nuit se déploie. Nous l'y verrons briller sous mille aspects divers, en ris immodéré éclater dans les airs, courir, battre des mains, frapper des pieds la terre, et le front couronné de myrte et de lierre. On des banquets publics animés par Bacchus, célébrés dans ses chants Louis et ses vertus. Si Bacchus est l'amour, Dieu mutin dans l'ivresse font naître la discorde au sein de l'allégresse. On voit dès sa naissance éclater sa fureur, de sa difformité rien ne masque l'horreur. Son front ridé pâlit, ses lèvres retirées laissent à découvert toutes ses dents serrées. Ses sourcils rapprochés s'abaissent sur ses yeux qui lancent en dessous des regards furieux. On s'approche, on se joint, le coup suit la menace. On lutte, on se saisit, s'ébranle et se terrasse. Cette scène égayait d'abord les spectateurs, mais bientôt la pitié sépare les lutteurs. La nature, en ces lieux, a toute sa franchise. Tout l'offre à nos regards et rien ne la déguise, mais ses traits sont grossiers, on doit les anoblir, souvent on les efface en voulant les polir. Rendez-les tels qu'ils sont, il faut que le génie
d'un goût trop délicat, brave la tyrannie. Le choix dépend de vous, maître, de rejeter ce qu'à votre sujet on ne peut adapter. Élaguez doucement, sans tronquer la nature, ne sacrifiez pas la force à la parure. N'allez pas cependant sur un franc couronné transplanter l'air abject d'un rustre mal miné. Peindre Achille en brigand, grimaçant de colère, jasant en spadassin, Médée en harengère, si vous ne savez pas de chaque passion rendre digne des rois la vive expression. Prenez un ton plus bas, il est même au village de nobles sentiments, d'honnêtes personnages. Voyez avec quel art, quel goût, quels agréments Greuze à des villageois rendus les mouvements. Il fait de la chaumière un séjour honorable. Qui ne respecterait ce père vénérable? Comme on prête l'oreille à son instruction, chacun selon son cœur, on sent l'impression. Cette vierge promise à l'amant qu'elle adore brille sans ornement de charme qu'elle ignore. Son timide embarras en ravit les témoins. Ici la propreté, fille des tendres soins, règne autour d'un vieillard inutile à lui-même, tout s'occupe et s'empresse à lui prouver qu'on l'aime. L'enfant même, l'enfant offre pour l'amuser son oiseau, le seul bien dont il peut disposer. Dans ces tableaux naïfs, simplicité, vieillesse, misère, infirmité, tout plaît, tout intéresse. Quel bonheur qu'un sujet t'offre à représenter diverses passions qu'on y voit contrastées. Dans un même tableau, j'aime leur voisinage et l'admire encore plus sur le même visage. Dans ce bosquet riant qu'on prend pour le séjour, de la paix, du bonheur, des jeux et de l'amour, deux bergers d'un air gai conduisent deux bergères, des fleurs ornent leur front et leur taille légère. Ils cherchent un plaisir, ils trouvent un tombeau, un marbre est au-dessus, c'est l'objet le plus beau. C'est une heureuse amante enlevée à leur âge, et ce lugubre aspect tout change de visage, dans leurs traits dilatés, prompts à se resserrer, on voit la douleur naître et la joie expirer. Ô sublime Poussin, l'honneur de ma patrie, ces divers sentiments que ton pinceau marie, du front de tes bergers ont passé dans mon cœur, ils s'ouvraient à leur joie, ils reçoivent leur douleur. C'est ainsi que Rubens nous a peint la naissance d'un enfant que le ciel donne aux vœux de la France. Quand ce dauphin paraît à tes yeux Médicis, quel contraste est empreint sur ton front indécis. À travers la douleur qui l'obscurcit ton corps, du plaisir qui s'y lève, on aperçoit l'aurore. Et ses premiers rayons sont un gage certain de la fin de l'orage et d'un calme soudain. Savants imitateurs des passions contraires, les Grecs en ont souvent uni les caractères. On vante leur chef-d'œuvre où Médée en fureur sur ses fils lève un bras qui fait frémir d'horreur. Tandis qu'en ses enfants la nature trompée exempte des frayeurs dont notre âme est frappée. D'une mère en courroux ne craint aucun danger et sourit au poignard qui va les égorger. Avoir peint dans les yeux de cette horrible mère un reste de pitié qui combat la colère, qui fait trembler son bras, qui suspend le poignard, c'est le dernier effort du génie et de l'art. Muse, c'en est assez, termine ici ta course, tes préceptes de l'art n'épuisant point la source.
quand tu pourrais encore embellir plus d'un chant des salutaires fleurs que t'offre un si beau champ. Au char de ton élève ouvre enfin la barrière, il est assez instruit pour tenter la carrière. Tel qu'un jeune coursier qui, gêné par le frein que retient fortement une puissante main, s'agite en ces liens qu'il supporte avec peine, s'épuise en vains efforts, perd la force et l'haleine, tel fougueux génie aime la liberté, par des nœuds trop étroits il craint d'être arrêté, et perd de sa vigueur quand on veut le contraindre, l'art doit régler son feu, l'art ne doit pas l'éteindre.